j'ai envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Ouais, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va aussi. Ça va très bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour cet échange qui sera ensuite en replay sur toutes les plateformes de mon podcast auquel tu as accepté de participer pour parler d'émotions, de parentalité et de tout un tas d'autres choses qu'on va aborder aujourd'hui sur ce thème de la parentalité que j'avais ouvert ce mois-ci. Et on a plusieurs axes qu'on avait envie d'aborder ensemble avec toutes les personnes qui seront en live et qui seront en replay. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Connect, c'est cool. Super, ouais, il y a du monde qui arrive. C'est bien, à 15 heures française, il y a quand même des gens qui sont là en direct. Moi, je n'aurais pas pensé, mais écoute. Super. Alors, pour te présenter en quelques mots, tu es institutrice actuellement, c'est ça? J'ai été institutrice. Tu l'étais? Ouais, avant d'avoir mes enfants. Donc là, ça fait 3 ans où j'avais arrêté toute activité professionnelle, où j'étais vraiment focus sur mes enfants, parce que j'ai eu 2 enfants rapprochés qui ont 13 mois d'écart. Ah oui, ok. Voilà, donc j'avais envie d'être vraiment présente le plus possible avec eux. Et du coup, j'ai mis entre parenthèses ma vie professionnelle. Et voilà, et du coup, là, je recommence du coup une activité après m'être formée à diverses approches, à communication non violente, à l'approche Faber et Masrich, entre autres. Et en ce moment, je fais aussi une formation Montessori. Et voilà, pour déjà accompagner mes enfants, parce que c'est un challenge au quotidien. Et pour aider aussi les parents qui ont des enfants plutôt jeunes, on va dire moins de 6 ans, comment dire, avoir une relation apaisée avec eux, à trouver les mots justes, à rester dans la bienveillance. Et voilà, comprendre des fois les choses qu'on dit ou qu'on fait qui sont vraiment pas aidantes en fait pour la relation. Et voilà, du coup, maintenant, j'accompagne les parents là-dedans. Ok, super. Ouais, donc tu as vraiment un aspect double en fait de compréhension, gestion des émotions dont on va parler pour les enfants et aussi accompagnement des parents dans tout ce processus et ce développement-là qui est extrêmement important dans les premières années de la vie d'un enfant. Et du coup, principalement entre 0 et 6 ans. Ça, ouais, c'est vraiment ton axe. Disons que c'est surtout, on va dire, les jeunes enfants qui sont, comment dire, les plus à même, avec lesquels on doit le plus accompagner avec les émotions. C'est là que tout se joue, enfin pas tout se joue, mais c'est là où l'accompagnement est très très important pour les jeunes enfants. Ouais. Avec les émotions, c'est au moment où il y a les crises, les tempêtes émotionnelles. Et quand on est jeune parent, on a l'impression des fois que l'enfant veut nous manipuler, qu'il y a des colères qu'il n'arrive pas à gérer, etc. Et des fois, on se sent complètement démunis parce que aussi, ça rejoue beaucoup de choses en nous aussi, ce qu'on a des enfants. Et il faut savoir en fait que les enfants avant 5 ans sont capables de se réguler seuls, de réguler seuls leurs émotions, et ils ont besoin d'un adulte pour se co-réguler. Et du coup, moi, je trouve que c'est un thème hyper passionnant, et à la fois parce que ça rejoue des choses en nous, et à la fois parce que les émotions des enfants, on veut beaucoup les invisibiliser, on veut les faire taire, alors que ces émotions, elles ont des choses à nous dire.
sur leurs besoins, sur qui ils sont et sur leurs limites aussi. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils refusent et tout ça. Et souvent, on a envie de faire taire ces émotions pour laisser plus de place à l'adulte et à ce qu'il a décidé, etc. Et alors, bien que les émotions des adultes soient aussi euh, très importantes, mais c'est justement en accordant plus de place à ces émotions en tant qu'adulte qu'on va aussi mieux comprendre nos enfants, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment les accompagner. Parce que je crois qu'on est une génération d'adultes qui n'avons pas vraiment appris à connaître qu'est-ce qui se passe en nous. Des fois, on se sent mal, on sait juste pas pourquoi, on sait pas expliquer pourquoi. Alors qu'en fait, c'est peut-être de la tristesse, c'est peut-être de la colère, c'est de la frustration. Et toutes ces émotions, elles ont quelque chose à nous dire sur notre besoin. Et, euh, et notre rôle, du coup, en tant qu'adulte, c'est de nous, déjà, nous reconnecter avec ces émotions-là pour aider nos enfants à ne pas avoir les mêmes troubles que notre génération que nous sommes actuellement, en fait. Voilà. Moi, Ouais, donc c'est parti finalement d'un constat aussi très personnel où tu t'es dit, voilà, moi j'ai vécu aussi telle chose, telle chose, telle chose dans mon enfance. J'aimerais que ça ne se reproduise pas et que mon enfant puisse s'exprimer librement et avoir accès à tout ce panel d'émotions, les comprendre, les nommer, les exprimer. Comme toi, peut-être tu n'as pas pu le faire par rapport à ton histoire. Et du coup, c'est vrai qu'on peut élargir ça au niveau collectif et voir qu'aujourd'hui, il y a une telle ouverture sur toute cette compréhension, sur se comprendre mieux soi-même, être je dirais, oui, en lien vraiment avec ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir aussi être beaucoup plus présent pour nos enfants. Et je pense que c'est une façon de voir la parentalité qui est complètement différente qu'il y a sans doute quelques décennies où on a encore plus d'attention qui est vraiment posée sur les ressentis, les émotions, etc. Surtout dans les premières années de la vie d'un être. C'est vraiment le terreau hyper fertile de tout ce qui va se mettre en place pour le reste de sa vie, même si après, en tant qu'adulte, on est capable de transcender, d'aller plus loin, tu vois, de quand même, je pense, avoir un certain recul sur nos expériences de vie pour pouvoir transcender plus facilement une émotion, heureusement, parce que sinon on serait tous des êtres ultra émotifs et ce serait aussi hyper compliqué à gérer collectivement. Mais c'est vrai que pour un enfant, tu parlais de l'aspect de la co-régulation émotionnelle, qui est quelque chose qui est extrêmement important et que, en fait, c'est vrai, un enfant dans les premières années de sa vie, tu dis jusqu'à 5 ans, ne peut pas, environ, ne peut pas s'auto-réguler, donc a besoin de cette co-régulation émotionnelle avec son parent, ses parents de manière proche. tout à fait, c'est ça. Et j'aimerais aller au-delà, c'est que d'aider son enfant à se co-réguler et à accepter en fait les émotions qui viennent de lui, ça va permettre aussi de créer une relation avec son enfant de confiance et un lien très fort en fait. Parce qu'il y a une différence entre les foyers où les enfants verbalisent les émotions, crient, font des tempêtes émotionnelles et sont du coup enfermés dans leur chambre pour se calmer, ou on leur dit juste de se taire, ou d'arrêter tes caprices, etc. Et où le lien est vachement fragilisé. Ou à l'inverse, on a une relation où on s'écoute en fait et on essaye de se comprendre. Et c'est bien de voir les choses comme ça, que les émotions des enfants, elles sont pas là pour nous embêter. C'est une opportunité pour nous de créer du lien avec notre enfant, de créer vraiment un lien d'attachement fort et sécurisé en fait. Et, c'est pour ça, je pense que les émotions doivent être écoutées beaucoup plus. Et celles des adultes aussi plus verbalisées, parce qu'aussi, il y a un des problèmes que je perçois, c'est que quand on s'intéresse à la parentalité bienveillante et justement à l'écoute de l'enfant, des fois on est tellement focalisé sur l'enfant qu'on s'oublie totalement et que est complètement de verbaliser nous aussi ce qui se passe, et alors que des fois nos limites elles sont poussées à bout. Par exemple,
Des fois, on veut se forcer pour faire plaisir ou pour faire quelque chose à l'enfant, alors qu'à l'intérieur, on est au bord de l'explosion. Ouais. Alors que si on avait dit vraiment, et si on avait aussi mis nos limites à notre enfant ou à notre partenaire ou à notre entourage, on n'en arriverait pas à des gros conflits, à des grosses disputes, etc. en fait. Donc, Ouais, ouais, totalement. Puis il y a vraiment une synergie entre parents-enfants qui est de toute façon inévitable. Il y a cette idée de mimétisme, il y a cette idée d'exemplarité où évidemment que nos enfants vont réagir au terrain qui est présent autour d'eux, donc leurs parents, et la façon dont nous, en tant que parents, on gère nos expériences, nos émotions, nos éventuels triggers, tu sais, ce qui vient vraiment nous toucher et voilà, ce qui nous fait sortir un petit peu, où justement on s'observe en fait. C'est un miroir grossissant de tout ce qui est présent en nous, qui est parfois pas complètement réglé ou clair ou agréable. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est finalement une opportunité de créer du lien, de se rapprocher. Et c'est pas quelque chose qui vient là pour nous embêter entre parents et enfants, mais justement d'aller au-delà et de transcender cet événement ou ces petites choses difficiles pour créer un lien encore plus fort avec son enfant. c'est ça. Mais ça demande de se connaître aussi, de se comprendre, de faire preuve aussi de beaucoup de patience. Pour certaines personnes, ça peut être difficile parce que peut-être ils n'ont pas vécu ça dans leur cadre personnel étant enfant. La patience, c'est quelque chose qui me semble, tu sais, vraiment au cœur aussi de ces échanges. Pour moi, quelle soit, dans toutes nos relations, faire preuve de patience, d'écoute, d'empathie pour l'autre, qu'on soit avec nos enfants, des amis ou des proches, c'est vraiment aussi un vecteur de communication parce que tu travailles avec la communication non violente et j'imagine qu'il y a aussi tout un tas d'outils finalement et de choses naturelles qu'on peut mettre en place pour pouvoir entrer dans une communication sereine et où on arrive à justement communiquer ensemble. Oui, totalement. Il y a énormément d'outils. J'en parle beaucoup sur mon compte. Et, euh, et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est que des fois, la patience, être à l'écoute de l'autre, ça implique surtout avant d'être empathique aussi, mais envers soi. Mm. Parce que des fois, notre vase est tellement plein Mm. qu'on est incapable d'être empathique envers qui que ce soit, même avec son enfant, parce que tout simplement, on n'en peut plus, quoi, on est comme ça. Mm. Et, euh, et donc, il y a des outils pour être empathique avec les enfants et avec les autres, et aussi envers soi, pour vraiment se donner un moment d'auto-empathie. Il y a plein de manières. Je ne sais pas si tu veux qu'on détaille, qu'est-ce qu'on peut détailler comme outil là, qu'est-ce qu'on a le temps de détailler, mais l'auto-empathie, ça passe déjà par, bien sûr, on en parle beaucoup, mais de prendre soin de soi, de se réserver des moments à soi. Ça passe aussi beaucoup par verbaliser aussi, de soi à soi, qu'est-ce qui se passe à Mm. l'intérieur de moi, là, je pas bien du tout, mais rien que de le dire, mais Mm. vraiment, rien que de dire, de se dire plusieurs fois par jour, ok, là, comment je me sens Ouais. maintenant, dire, ok, là, je suis en colère. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Ben là, quand mon enfant il a fait ça, je sais pas, ça me fait exploser de rage. Mm. Mais ça veut dire quelque chose. Donc il y a des moments aussi d'auto-empathie qu'on peut s'accorder, on peut écrire ce qu'on vit, ses émotions, etc. Des fois aussi, ça passe, je pense aussi par souvent une thérapie aussi, aller Mm. voir qu'est-ce qui s'est passé quand on était enfant et les éventuels traumas aussi qu'on a eu qui Ouais. font que certaines situations on va complètement exploser, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien de, on va dire, qui mérite autant Ouais. de pétage de câble, on va dire. Et ensuite, voilà, là, vu qu'on est là pour parler des enfants, mais pour être plus empathique avec ses enfants, si par exemple mon enfant est en train de manger un yaourt et qu'il veut manger un yaourt et que je lui que je lui ouvre le yaourt alors qu'il ne me l'a pas demandé et que là ça part en crise parce qu'il voulait le faire seul, ben, plutôt que de lui dire ah mais c'est bon, arrête ton caprice là, j'ai voulu tout ouvrir, c'est pas grave, voilà. Plutôt que de dire ça, essayer d'écouter déjà, rester en silence sans essayer de surenchérir.
c'est de rester comme ça à côté, de le regarder et de dire ah là, je vois que tu es en colère. Que ça, des fois, l'enfant va nous dire mais oui, je suis en colère. Alors, ça dépend quel âge il a, Et mais il y en a qui c'est ça qui verbalisent. l'aide à finalement s'auto-réguler émotionnellement, c'est de l'aider à verbaliser certaines choses qu'il n'arrive pas forcément à faire. Exactement. Ouais, c'est ça. Et l'autorégulation, c'est ça, c'est aider l'enfant à verbaliser ce qu'il ressent. Donc, pendant la tempête émotionnelle, ça va passer avec ce que je viens de dire, aider à lui dire que là, tu es en colère, c'est ça, je vois que tu es en colère. Mmh. Donc, ça, Ouais. et en dehors des tempêtes émotionnelles, ça va être beaucoup parler des émotions déjà, nous, en tant qu'adultes. Quand notre Mmh. enfant est en colère, on peut très bien lui dire, écoute, là, quand je vois que il y a du yaourt par terre, ça me met très en colère. Ça, on peut le dire, Mmh. sans attaquer. On va pas dire, Mmh. non, c'est toujours n'importe quoi, tu mets du yaourt partout, moi je marre. De lui dire, quand je vois du yaourt par terre, ça me met très en colère. Sans, Mmh. sans culpabiliser l'enfant, mais rien de lui dire ça. Déjà, lui, il va voir, maman, elle a le droit d'être en colère. Et Mmh. maintenant, qu'est-ce que je fais quand moi je suis en colère? Écoute, là, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de respirer un peu. On peut lui dire j'ai besoin de sortir de la pièce, j'ai besoin de prendre l'air, d'ouvrir la fenêtre. Et en fait, qu'il voit les stratégies que nous, en tant qu'adultes, Ouais. on a pour se calmer. Par mimétisme, du coup, finalement, ancrer des outils directement, voilà, dans ce qu'il est possible de faire pour lui quand il vit une émotion. Mmh. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, du coup, ça implique de savoir, nous, qu'est-ce qu'on est en train de ressentir, parce que des Ouais. fois, voilà, comme on le disait tout à l'heure, mais voilà, le mimétisme, l'exemple. Après, ça peut être aussi beaucoup en dehors des crises. On peut utiliser des matériels, il y a des livres qui existent, il y a Oui, ça, des... tu en parles beaucoup, effectivement, du matériel. Je trouve ça très intéressant parce que du coup, je trouve que c'est comme la façon dont je le vois, c'est comme un médiateur, tu sais, entre l'enfant et le parent. Ça peut être une façon d'adoucir ce qui est en train de se passer avec un objet, un livre, quelque chose qui vient focaliser son attention, lui donner des pistes. Et je trouve ça très intéressant de travailler avec des outils, des objets, en fait. Oui, oui, comme tu dis, c'est exactement ça, c'est des médiateurs. Mm. Euh, les enfants à comprendre, en fait, qu'il n'y a pas que eux qui se sentent comme ça. Mm. Comment, quand je suis rouge, quand j'ai envie de serrer les poings, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben ça veut dire que je suis en colère. Et ça, il y a plein d'histoires qui le racontent. Il y a aussi des podcasts audio qui parlent de ça. Enfin, maintenant, il y a beaucoup d'outils. Il y a aussi des outils qui aident. Par exemple, moi, ce que j'utilise avec mes enfants, c'est des petits bocaux avec une couleur sur chaque bocal. Ouais. Il y a un bocal rouge, un bocal jaune, un bocal bleu, un bocal noir, et chaque couleur a une émotion. Et au fil de la journée, quand il ressent une émotion, déjà je lui ai montré, je lui ai dit écoute, quand tu te sens en colère, tu peux mettre un petit pompon. Et en fait, Mm. c'est un indicateur qui lui l'aide à savoir ah ben là je suis en colère, je mets un pompon, et à la fin de la journée, on regarde. Ah ben aujourd'hui, ben, tu t'es senti, tu as eu de la colère, et puis tu as eu de la tristesse, et puis voilà, c'est possible de ressentir ça dans une journée. Et maintenant, comment tu te sens maintenant de voir ça aussi? Enfin, il y a énormément d'opportunités de parler de ça et d'accorder de la place en fait à ce qu'on ressent dans la relation avec son enfant. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis du coup, ouais, je trouve ça très intéressant. J'avais vu dans ton guide effectivement cette solution des bocaux. Je trouve ça hyper bien parce que déjà, ça permet à l'enfant de clarifier lui-même et d'avoir une autonomie par rapport à ça. Et j'imagine qu'en plus, tu vois, la symbolique, le fait de placer quelque chose dans un bocal par rapport à une émotion lui permet naturellement presque de la déposer, de la retirer à l'intérieur de lui. Parce que c'est cette image qu'on peut avoir aussi, qui peut être utilisée en hypnose, en sophrologie. Il y a tout un tas d'outils qui sont assez proches, je trouve, de ça, de finalement, voilà, déposer ce qui est lourd, déposer ce qui l'encombre. Et je trouve que c'est intéressant puisque l'émotion en elle-même, c'est quelque chose qui bouge et qui est fait pour être, comment dire, pour être en mouvement et qui n'est pas là pour être stocké à l'intérieur tu vois, de nous. Et de manière générale, c'est ça. Et je pense que c'est important de le rappeler que c'est quelque chose qui peut sortir, qu'on peut déposer, qu'on peut relâcher, qu'on peut enlever et qui est pas censé nous encombrer, en fait. C'est d'ailleurs comme ça que se fondent tous
éventuels traumas, c'est que tout est stocké, ces émotions ne sont pas vécues, ne sont pas regardées, ne sont pas expulsées, et du coup on crée tout un tas de choses qui deviennent très lourdes, souvent pendant des années, quoi. C'est ça. Et par rapport à ce que tu dis, il y a une image que j'aime beaucoup. C'est en fait quand on a des émotions, une émotion qui arrive, c'est comme si on gonflait un petit peu un ballon. Mm. Et notre émotion, le ballon se gonfle, le ballon se gonfle. Et si on fait rien, au bout d'un moment, le ballon il explose. Parce que tellement il explose. Et en fait, le fait de dire, de verbaliser, que ce soit des petits pompons ou nous en écrivant ou en notant ce qu'on est en train de ressentir, ben, ça permet de relâcher le ballon et d'expulser l'air et de faire baisser la en fait émotionnelle. Et ça peut paraître tout bête, mais vraiment quand on essaie, ça marche vraiment. Il faut juste essayer, vraiment. Oui, je pense qu'en plus, sans doute beaucoup d'enfants sont très réceptifs à la visualisation et peuvent voilà, très facilement se dire, hop, je prends mon émotion, je l'enlève, et ça dégonfle ce ballon. Je pense que utiliser des images, c'est effectivement à la fois développer sans doute leur imagination et en plus les aider à gérer tout ça sereinement. Ouais. Et tu parles aussi beaucoup de la théorie de l'attachement. Alors, j'ai découvert que John Bowlby, c'était aussi celui qui avait parlé du maternage proximal, tu vois, qui m'a intéressée très récemment parce que j'ai un petit bébé de 5 mois, donc je suis en plein dans cette période-là. Je suis pas encore, tu vois, dans toute la nécessité de gestion des émotions, verbalisation, mais on va y arriver. Parce qu'il y en a déjà, évidemment, il y a déjà des émotions, mais elles sont vécues différemment. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant quand tu découvres le travail de cet homme sur la théorie de l'attachement, qui fait comprendre beaucoup de choses, en fait. Si tu veux nous en parler un petit peu, je sais que tu travailles beaucoup avec cet outil actuellement. Ouais, en fait, l'attachement, c'est la manière dont, en fait, on en a parlé un petit peu au début avec le lien qu'on tisse avec son enfant. Il va être, il y a différentes formes en fait d'attachement qu'on peut faire. Il peut y avoir un attachement évitant, il peut y avoir un attachement désorganisé, et il y a aussi un attachement sécure, on dit. Et en fait, l'attachement sécure, c'est une relation qu'on va justement tisser avec son enfant, où il y a de la confiance, il y a de l'accueil, et ça, ce type de relation et d'attachement, on ne peut pas faire de plus beau cadeau à l'enfant, bien se construire. Parce avec les autres types de liens d'attachement, ça va induire plusieurs comportements en fait en grandissant, des comportements plutôt fuyants avec les autres, ou des difficultés à s'attacher, des difficultés à parler, et ça c'est un gros sujet, mais c'est hyper important d'avoir ça en tête, et c'est justement pour ça que je parle beaucoup de l'accueil et de la confiance, et vraiment de la coopération avec les enfants, et d'essayer vraiment de les impliquer, de leur faire confiance. C'est pour nourrir en fait un attachement fort avec eux, parce que c'est de là où viennent beaucoup de traumatismes en fait, quand il vient d'attacher un peu, on va dire, voilà, l'attachement il s'est pas bien fait. Il est rompu, ou il est évitant, justement. Il y a cet aspect de attachement évitant, ou qui est pas justement clair, où il y a une ambivalence. Il y a aussi ça, où le parent est là, puis plus là, et l'enfant ne sait plus s'il doit s'y fier, ou s'il peut faire confiance effectivement à ce roc, quoi, à cette figure de sécurité qui est là de manière un petit peu mouvante, quoi. Oui, c'est ça. Et après, voilà, il faut aussi, on peut pas, en tant que parent, on a envie d'être parfait, de bien faire, et surtout quand on découvre tout ça, on peut se dire non mais il faut vraiment que je fasse bien les choses parce que sinon je vais traumatiser mon enfant, etc. Alors ça, c'est bien, mais d'un côté, ça peut être hyper culpabilisant et contre-productif en fait de penser comme ça. On fait vraiment du mieux qu'on peut, mais le tout, c'est qu'une fois qu'on sait ça, ça
peur, mais d'un côté, ça aide vraiment à conscientiser, à essayer de changer les choses et de mieux comprendre qu'est-ce qui se joue. Notre enfant, il va pas être traumatisé parce qu'une fois, on lui a crié dessus ou parce que une fois, on est sorti de la pièce parce que nous, on n'en pouvait plus, on était à deux doigts de gifler, par exemple. Ouais, ouais. Ça vient quand c'est répété dans le temps, quand c'est régulier et surtout quand, quand le parent fait quelque chose qui ne va pas, on va dire, c'est hyper important de dire à son enfant, écoute là, euh, j'ai crié sur toi, je me suis mis très en colère sur toi, euh, je suis désolée, ce n'est pas ta faute. Des fois, moi aussi, j'ai des émotions très très dures et j'aurais pas dû crier sur toi comme ça. Juste de dire ça, ça paraît rien, mais ça peut éviter beaucoup de conséquences, de problématiques, surtout quand c'est devenu naturel de s'excuser Ouais, en enfant, quoi. ouais, Parce que si en fait juste je te mets une gifle et c'est normal et de toute façon t'avais pas qu'à frapper ta sœur, mais du coup voilà. Mais non, quand c'est répété d'année en année, c'est là où vient le traumatisme en fait. Donc, ouais, ouais, ouais. Et c'est voilà. et c'est vrai que du coup, tu vois, dans une société qui pousse énormément à cette super indépendance des enfants, de manière très tôt dans leur vie, enfin de manière assez forte et très tôt dans leur vie, je trouve que c'est assez fou parce que tu te rends compte qu'en fait, quand tu, quand tu connais finalement la vraie construction d'un être, d'un enfant et l'évolution vers son âge adulte très progressivement, en fait, c'est par l'attachement, c'est par ce cadre très sécuritaire, par cette ultra présence aussi au début, dans les premières années de sa vie, de son parent et de ses parents, qu'il peut construire véritablement un cadre émotionnel stable, une confiance en lui, un, une sensation de sérénité, de paix intérieure, et que ce qui est assez fou quand tu constates le mouvement qu'a pris cette société ces dernières années aussi, ces dernières décennies, c'est faites tout pour rendre votre enfant autonome ou même autonome finalement c'est ok je pense parce que l'autonomie a quelque chose de bon, mais indépendant. Un enfant ne peut pas être indépendant pendant les premières années de sa vie parce qu'il est dépendant par essence puisque nous sommes là pour comme son protecteur, comme le protecteur, les protecteurs de sa vie, de sa santé, de sa paix intérieure, de tous ces paramètres-là. Et un enfant ne peut pas être indépendant dans les premières années de sa vie. Ça viendra plus tard. On peut l'aider à devenir un peu plus autonome chaque jour, mais forcer les enfants à devenir indépendants et du coup vouloir à tout prix casser cet attachement et cette présence des parents et c'est pour moi c'est complètement injustifié et impensable en fait. Tu vois, c'est pas comme ça qu'on peut voilà évoluer vers quelque chose de positif pour lui en fait. Oui, totalement de forcer l'autonomie en outrance, l'indépendance et surtout là, du coup l'indépendance émotionnelle et le fait de vouloir à tout prix que les enfants se détachent. Mais en fait, comme on dit tout à l'heure, tout ce qu'on va leur donner avec ce lien d'attachement fort, comme c'est un vrai capital en fait. Et le jour Ouais. où ils auront assez de confiance et où ils auront ce capital-là bien construit, ils vont naturellement s'attacher sans aucun Ouais. confort. Où là, du coup, ça fragilise, ça leur fait, ça crée à ce moment-là des traumas, un attachement désorganisé, etc. Et, et du coup, je pense qu'il faut. Alors moi, je diabolise pas l'autonomie parce que je pense que c'est vraiment hyper important d'aider les enfants à être autonomes. Oui, Dans son, tu en parles beaucoup de l'autonomie, ouais. que les enfants à leur rythme en fait. Euh, Parce que c'est aussi un cadeau que de les aider. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Lorsque l'enfant il commence à essayer de marcher seul, donc vers un an, un peu avant, et que on va être tellement avoir peur qu'il se fasse mal, qu'on
toujours le tenir, l'empêcher de bouger, etc. Mais là, du coup, c'est contre-productif parce que l'enfant, il va avoir envie, mais le fait que son parent va être surprotecteur, ça va peut-être justement faire l'effet inverse et inhiber d'avoir envie d'explorer par lui-même, d'avoir confiance, etc. Et donc voilà, c'est juste toujours trouver le juste milieu, le juste équilibre entre pas le laisser trop seul, pas être trop sur lui, mais essayer vraiment de s'adapter et de l'observer, de voir. Parce que les enfants changent tellement vite. Et d'une semaine à l'autre, ils n'ont pas forcément la même envie de découvrir, la même facilité. Là, on parlait de la marche, par exemple, mais ça peut être tout plein d'autres sujets. Donc, que le parent soit toujours là à regarder comment il peut l'accompagner au mieux sans être trop là, sans être trop seul. Mais voilà. Et justement, c'est ça dans la théorie de l'attachement, c'est cet attachement sécure où l'enfant se sent libre et en sécurité pour pouvoir faire ses expériences par lui-même tout en sachant qu'il y a un filet de sécurité qui est là, ses parents sont là et voilà, il peut expérimenter les choses sans trop de crainte en fait. Voilà. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Est-ce que toi, tu vois la différence dans ta façon d'éduquer et dans la façon dont tes enfants se comportent voilà, depuis que tu utilises tous ces outils et depuis que tu travailles vraiment avec cette conception de la gestion des émotions, de la CNV, communication non violente, la théorie de l'attachement, est-ce que tu as vu la différence? Alors, je peux pas comparer les enfants parce que je me suis formée en même temps. Ouais. Et du coup, tu as toujours appliqué. Comme ça. Et pour moi, c'est une énorme chance que j'ai pu découvrir tout ça alors qu'ils sont tout jeunes parce que le nombre de parents avec qui je parle qui me disent non, mais si j'avais su ça quand mon enfant était. Mais mon Dieu, mais. Et c'est terrible quand je parle avec des parents comme ça et à la fois, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et de toute façon, il y a toujours des choses à faire. La relation est toujours là, il y a toujours des choses à améliorer pour justement faire en sorte que les enfants, que la relation des enfants soit le plus bienveillante possible. Par contre, je peux comparer avec d'autres familles ou d'autres enfants, ouais. Voilà, ou même quand on sort des écoles, en fait. Moi, très sincèrement, moi, comment j'étais à l'époque, quand j'étais professeur des écoles, sans avoir toutes ces connaissances, à savoir avec la personne que je suis aujourd'hui. Et je sais que là, si je retournais sur les bancs d'école, je me comporterais, mais très, très différemment, en fait. Parce que quand on n'a pas conscience de ça, on se comporte juste comme nous, on a connu. C'est-à-dire souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, comme on voit avec quand on n'est pas assez dur, quand on n'est pas assez ferme avec les enfants. Une fois dans un post, je racontais que avant d'avoir des enfants, quand je voyais un enfant qui se roulait par terre, qui faisait une crise, je me disais non mais mon Dieu, mais c'est quoi ces parents? Moi, mes enfants font jamais ça, ils n'ont pas intérêt. Hein. Il peut y avoir beaucoup de jugements et En fait, maintenant, je comprends qu'en fait, pas les dresser, c'est complètement contre-productif. Et c'est pire qu'autre. Oui, et puis donc, l'enfant a effectivement besoin de vivre ses émotions, quelles qu'elles soient. C'est ça, et en fait, c'est comment encore beaucoup de familles pensent, et comme nous, dans quelle mentalité on a été élevés, c'est les enfants sont des fers à forger, quoi. Alors qu'en fait, maintenant, ce que je comprends, c'est plutôt que nous, on est comme des jardiniers, on prend une petite graine, on arrose, on prend soin, mais l'enfant, il va grandir par lui, il a tout le potentiel en lui, c'est pas à nous de façonner, en fait. Donc, bien sûr. On va accompagner, on va être un jardinier, on va prendre soin de la manière la plus respectueuse et comment on va mettre en œuvre les choses pour que cette petite graine s'épanouisse d'elle-même et qu'elle ait du potentiel en fait. Oui, et puis finalement, c'est un retour aussi à l'amour profond, qu'on pourrait appeler inconditionnel, d'aimer son enfant inconditionnellement malgré tout,
quand il fait des crises, quand il est heureux, quand il est en colère, quand il vit tout un tas de panels d'émotions et d'expériences, et de pouvoir accepter tout ça. Et c'est vrai qu'en général, on peut répéter inconsciemment tant qu'on n'a pas réalisé tout ça peut-être en nous par rapport à ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre enfance ou à différents moments. Bah effectivement, est-ce que nous, on avait eu l'espace d'être tout ce panel d'émotions, tout ce panel de sensations? Est-ce qu'on avait eu l'opportunité ou est-ce qu'on était seulement un enfant reconnu ou quelqu'un ou un enfant bien quand on était seulement joyeux et gentil? Ou est-ce qu'on était aussi un enfant autant aimé quand on était en colère, impatient, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout ça qui ressurgit aussi. Tu parlais du fait, quand on s'est retrouvés en début d'échange, tu parlais de cet aspect que euh, en fait, on reproduit aussi un petit peu inconsciemment les choses et ça va venir nous toucher nous. Donc, on se voit en miroir grossissant à travers l'expérience de nos enfants et ça vient toucher parfois des choses un petit peu désagréables qui sont encore présentes et qui, voilà, qui nous permettent finalement à tous, enfants et parents, de transcender et d'évoluer. Et c'est, quand on le voit comme ça peut être un cercle vertueux magique, mais je pense que la clé, elle réside là-dedans. C'est ce que tu disais en étant des jardiniers et en s'occupant voilà de cette belle fleur et de ces belles fleurs qui sont en train de pousser. Et c'est cet amour inconditionnel. Est-ce que je suis capable d'aimer même quand mon enfant est en colère ou fait quelque chose qui me déplaît et ça, c'est pour moi, c'est la base. On a besoin de revenir aussi à cette bienveillance, à cet amour, à cette voilà, à cette parentalité bienveillante. Et pour moi, ces deux mots-là, parentalité bienveillante, c'est deux choses qui sont évidentes. Ça devrait être bienveillant. On devrait être des parents bienveillants. Et, euh, et voilà, et on apprend aussi à transcender nos propres difficultés, quoi. Et en fait, qui est dur des fois, c'est que quand je parle avec des parents, on a tous les meilleures intentions. Et souvent, on ne se rend pas compte, en fait, qu'on fait des choses qui vont pas. On se rend pas compte. C'est ça qui est dur parce que il faut vraiment qu'il y ait eu cette prise de conscience pour changer les choses. Et moi, je pense que là, on est dans une génération, notre génération de parents, où on peut plus faire comme nos parents qui ne savaient pas, qui n'avaient pas ces connaissances en neurosciences comme on a aujourd'hui. Maintenant, on peut plus faire comme si on ne savait pas. Et on est, pour moi, je pense, vraiment une génération de briseurs de cycle, en fait, de briseurs de violence, d'humiliation, de menaces, de tout ça qu'on aurait pu connaître ces dernières décennies depuis longtemps. Et maintenant, on sait à quel point ça peut avoir des séquelles, on sait les conséquences, les traumatismes que ça peut laisser. Alors, on ne sera jamais parfait, mais maintenant qu'on sait, on peut vraiment avancer, mettre en place des outils et faire en sorte que nos enfants, ils puissent grandir en étant vraiment épanouis, en n'ayant pas peur d'être qui ils sont, en n'étant pas freinés constamment, en ne vont pas forcément rentrer dans les normes que toute la société voudrait dans lesquelles on rentre, etc. Et voilà, et donc je pense vraiment qu'on a le pouvoir de renverser la situation, même si c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail sur nous, ça demande de changer nos paradigmes, ça demande de changer notre manière de nous adresser à nos enfants, de nous adresser même aux autres adultes, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais si on est bienveillant avec son enfant, mais que toute la journée je suis en train de critiquer la voisine ou que je suis en train de critiquer moi, en train de me dire mais qu'est-ce que t'es nul, mais nanani nanana, notre enfant il va qu'est-ce qu'il va comprendre dans ça. Donc c'est être un exemple pour lui, mais du coup ça nous pousse nous à être meilleurs, à être de meilleures personnes. Et voilà, je pense qu'on a vraiment j'ai vraiment espoir et c'est pour ça que c'est vraiment comme une mission de vie que je me fixe de conscientiser, d'essayer d'aider un maximum les parents, de leur donner des outils, de les accompagner, de les aider à comprendre qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qui sont des choses qui sont pas du tout adaptées des fois. Et voilà, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis, ça me fait penser aussi globalement et pas qu'avec les enfants. Aujourd'hui, on a besoin d'être dans une, tu sais, ce qu'on appelle cette consonance positive, c'est ce qui va au-delà de la dissonance. C'est
je suis en cohérence avec ce que je dis dans tous les aspects de ma vie, avec mon enfant, avec mes amis, avec mes proches, avec des personnes que je connais pas. C'est installer un espace de non-jugement. Moi, je prône vraiment voilà, cette bienveillance-là de non-jugement parce que chacun a vraiment son existence et son expérience. Et effectivement, quand tu es dans cette consonance positive même d'exemple et d'exemplarité pour ton enfant, ça lui permet voilà, de se consolider aussi par rapport à ça, de lui développer quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein et qui va, c'est certain, dans sa vie relationnelle, lui donner tous les outils pour pouvoir gérer n'importe quelle situation et finalement d'être quelqu'un de bien, en fait, d'être juste quelqu'un de bien dans sa vie, d'être un enfant bien, honnête, enfin voilà, et de continuer à développer voilà, son identité autour de valeurs qui ont du sens, quoi. C'est ça. Je suis totalement d'accord. Est-ce que Et, Oui, pardon. non, je voulais dire quelque chose et je l'ai perdu. C'est parti. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour voilà, un conseil, quelque chose que tu aimerais partager avant qu'on se quitte? Oui. Je pense que là, les personnes qui nous écoutent, s'ils nous ont écoutés jusqu'au bout, ou les gens qui écouteront en replay, vraiment compte d'un coup, on va dire oh, mais j'arriverai jamais à être un parent bien, j'arriverai jamais à faire tout ça, j'arriverai jamais à être un bon exemple parce que moi j'ai déjà beaucoup de choses en moi qui vont pas. On peut se dire ça, on peut se dire que c'est des beaux conseils tout joyeux tout rose, mais quand dans les faits, bien sûr que des fois on va critiquer, bien sûr que des fois on va crier, bien sûr que des fois on va faire des choses qui sont pas bien, et c'est ok en fait, mais c'est ok. C'est juste qu'est-ce qu'on fait pour, par exemple, même tu parlais de non-jugement et tout, tout ça, ça a des messages en fait, ça porte des messages. Et quand comme on disait tout à l'heure, si je vais crier sur mon enfant, je sais que je ne suis pas parfaite, mais je vais m'excuser. Quand je critiquer quelqu'un devant lui ou quelque chose, ou quand je vais me disputer avec mon conjoint devant mon enfant, chose qu'il faut vraiment éviter. Ouais. Ben, comment je répare ça? Je peux toujours en parler avec lui en fait. Je peux toujours lui dire, écoute, là, t'as vu, papa et maman, ça arrive, nous aussi, nous disputer, comme toi, des fois, tu te disputes avec ta sœur, mais on s'aime, on vous aime. C'est pas, voilà, c'est pas forcément des choses qu'il aurait dû voir, mais maintenant que c'est là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on rattrape le coup? Et on cherche pas à être parfait. Il faut arrêter de chercher ça, on ne sera jamais parfait. Mais voilà, en prenant conscience, on avance, on met des petites choses en place au quotidien. Le chemin est long, la parentalité c'est la vie, maintenant on est parents, c'est la vie. Et comment on avance, comment on accompagne nos enfants petit à petit de la manière la plus appropriée, la plus bienveillante et possible. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Merci infiniment pour cet échange. À toi. Et à bientôt avec grand plaisir. Avec plaisir. Au revoir tout le Merci monde. à tous.